Ok. Bonjour à tous. Bonjour Nejma, super, Bonjour François. fonctionne parfaitement. Très bien, écoutez, c'est parfait. On a quelques petites minutes d'écart, mais voilà, c'est la règle du jeu pour les temps de connexion. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Vous êtes assez nombreux. Donc, on vous a coupé les micros et les caméras, mais on pourra les remettre pour la séance de questions. Je suis ravi d'accueillir dans ce webinaire Nejma Belkadim pour la présentation de Knowledge. Je vais prendre 2 petites minutes pour présenter rapidement e-Learning Touch. Je vous laisserai nous parler de Knowledge et de ce qui a animé votre réflexion et l'orientation de vos recherches au niveau de l'IA. Et puis après, on passera assez rapidement plus à une dimension fonctionnelle, opérationnelle, avec quelques petites démonstrations d'utilisation. Et bien évidemment, comme on est sur un sujet quand même d'actualité qui suscite beaucoup d'interrogations, de questions, donc je ne doute pas que nous aurons quelques questions en fin de webinaire. Voilà. Donc, merci à tous. Je suis Jean-François Leclerc, je suis le fondateur et le directeur d'e-Learning Touch. On se définit comme un hub de service qui se caractérise par 4 pôles. Nous avons une marketplace donc avec des éditeurs spécialisés dans le domaine notamment des outils auteurs, qui est accessible au travers de différents projets dans une structure qui s'appelle e-Learning Boulevard. Nous avons toute une équipe d'ingénieurs pédagogiques, graphistes, experts vidéo au niveau d'un studio qui produit des contenus sur mesure. Nous sommes également certifiés Moodle, donc avec un pôle LMS d'une 20aine de personnes. Et notre 4e pôle s'appelle e-Learning Touch Academy, puisque nous accompagnons nos clients dans leur montée en compétences sur la digitalisation de la formation. Voilà, quelques éléments là-dessus. Une 40aine de personnes aujourd'hui, principalement basées en France et notamment en Bretagne, puisque nous sommes à l'ouest de la France. Et nous avons la particularité de développer un réseau d'ambassades donc sur l'ensemble du territoire national. Et je remercie au passage Classilio qui nous accueille aujourd'hui, qui est un de nos ambassadeurs et qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle de classe virtuelle. Alors, au niveau de Moodle, il y a un point important chez e-Learning Touch, c'est que nous sommes certifiés Moodle Partner. C'est vraiment un élément essentiel puisque dans la communauté open source de Moodle, cette communauté est validée. Tous les changements, les modifications, les intégrations de nouvelles solutions sont validées par une structure qui s'appelle Moodle HQ. Et cette structure valide et labellise donc des entreprises. Donc, on est une petite centaine dans le monde aujourd'hui labellisées par Moodle. Et il faut savoir qu'en contrepartie de cette labellisation, nous reversons une partie de nos factures directement à Moodle, ce qui permet de rentrer dans un cercle vertueux au niveau de l'animation de cette communauté open source qui est très très importante et très puissante, on va dire, dans sa capacité à développer de nouveaux outils. Et Knowledge en est encore la preuve aujourd'hui. Au niveau de nos clients, à peu près 50% de centres de formation, 50% d'entreprises. Voilà. Hop. Voilà, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert, Reda. Hop, je vais le couper ici. Voilà, hop là. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui donc de Knowledge et de son intégration dans Moodle. Donc Knowledge est une solution de type outil auteur directement donc intégrable à la suite Moodle, mais je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser la parole. Alors, je vais partager mon écran. Merci beaucoup, Jean-François. Hop, vous voyez mon écran ? Oui. Parfait. Alors, je ne vous vois plus. Jean-François, je ne t'entends pas. Est-ce normal ?
Oui, oui, j'ai coupé mon micro pour Ok, très bien. parasite, Bon, bah, j'y vais. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nejma Belkdim, je suis cofondatrice et directrice produit de Knowledge AI et je suis également psychologue cognitiviste de formation. Et mon cœur de métier, c'est l'apprentissage avec les nouvelles technologies, sur les thématiques notamment de la motivation, de l'acceptation des technologies et de l'efficacité des apprentissages. Alors, Knowledge est une EdTech des Hauts-de-France. On a développé cette structure en 2020 et on a commencé par 2 ans de R&D. Donc, pendant 2 ans, nous avons fait des recherches avec des laboratoires, notamment l'Université Paris-Nanterre, et également des travaux de R&D et d'innovation avec des entreprises. Ce qu'on cherche à faire, c'est démocratiser la conception pédagogique, rendre accessible l'IA générative et s'assurer que n'importe qui peut concevoir un contenu interactif et pédagogique et engageant avec l'usage de l'IA, mais tout en s'assurant que le résultat est efficace, le résultat est pertinent et surtout en tenant compte de principes éthiques. Nos clients aujourd'hui, donc les clients vont des CFA au business school, université, académie, entreprise. On a connu un déploiement sur les États-Unis avant de revenir en France. Et donc, depuis septembre, on se déploie assez massivement sur le territoire français. Et en janvier dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir un grand prix qui est celui de la meilleure EdTech au monde. Donc, face à 7000 startups, on a pu représenter la France à Londres, au BETS. Et nous sommes revenus avec la coupe à la maison, comme j'aime le dire. Donc voilà, c'est une réussite de l'équipe que je souhaitais partager. Alors, avant de vous présenter très rapidement ce que fait l'outil, j'aimerais quand même rappeler, nous, quand on a développé cet outil, quelles préoccupations, quels enjeux on a pris en considération dans ce développement-là. Et en fait, il y a des préoccupations qui sont légitimes, qui reviennent souvent lorsqu'on parle d'IA générative, notamment la question du plagiat, ça on le sait, celle de l'absence de sources dans les réponses fournies, et puis celle des erreurs et des phénomènes d'hallucination. Ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination chez nous, c'est toutes les erreurs, toutes les réponses qui paraissent plausibles, mais qui sont en réalité complètement fausses, que nous donne l'IA. Et c'est normal parce que c'est intrinsèque à son entraînement. Son objectif, c'est de combler un mot manquant. Et donc, si c'est impertinent, si c'est pas forcément juste, l'IA générative, a priori, elle ne se pose pas la question. Et donc, cette question de phénomène d'hallucination, d'erreur, a été au cœur du développement de notre solution. Et les préoccupations, notamment, qu'ont les enseignants, les concepteurs pédagogiques ou les experts, ont aussi été... cette préoccupation a aussi été au cœur de notre produit, a guidé sa conception. Et donc, ce qu'on a développé, c'est un outil auteur. C'est important de dire outil auteur parce que nous ne sommes pas une plateforme. Donc, on est vraiment un outil de conception pédagogique qui est à destination d'un enseignant, d'un concepteur péda ou d'autres utilisateurs. Mais ce n'est pas une plateforme où les apprenants vont venir. C'est vraiment une solution d'autoring à destination de l'utilisateur. Et ce qu'on permet de faire, c'est de transformer des contenus, donc ça peut être du PDF, ça peut être un fichier doc, une vidéo, en activités interactives en quelques minutes. Les activités interactives, il s'agit d'une dizaine d'activités telles que des glossaires, des flashcards, des quiz, des jeux, et on fait ça en quelques minutes grâce à l'IA. Notre particularité, comme je l'ai dit, c'est on laisse le contrôle à l'utilisateur. Donc, on intègre, on part d'une source, on part de cette source qui est soit un texte, soit une vidéo, et à partir de là, on va générer les activités. Et l'enseignant, l'utilisateur, a la main sur ce qui a été généré par l'IA du début à la fin, et ce, de façon illimitée. Et donc, on a une interaction qui est en ping-pong constamment entre l'utilisateur et l'IA, ce qui permet d'avoir un résultat final qui est adapté aux besoins pédagogiques et aussi pertinent au regard du contenu. Le choix de partir d'un contenu source, de ne pas commencer d'une page blanche, il n'est pas anodin. C'est comme ça qu'on s'assure d'éviter les phénomènes d'hallucination, d'éviter les erreurs. On force notre IA à générer les activités à partir de ce contenu. Donc, si vous êtes un expert, un enseignant, par exemple, d'éco,
Vous allez sélectionner un contenu, une vidéo, vous allez l'intégrer dans Knowledge et les activités qui seront générées vont véritablement s'appuyer sur ce contenu source. Donc, le contenu source devient la source de vérité et cette source de vérité va permettre une génération juste et maîtrisée. Et aussi, bien évidemment, tout l'intérêt de notre outil auteur, c'est de générer des activités dites appelées H5P, complètement compatibles avec Moodle. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment associer les IA génératives, donc la force de la puissance génératrice de ces IA et des sciences cognitives, en nous disant, les sciences cognitives, en fait, les sciences cognitives regroupent plusieurs disciplines, et ça nous renseigne, on a des éléments scientifiques et de réponses qui nous renseignent sur qu'est-ce qui est efficace et pourquoi c'est efficace, en ce qui concerne les stratégies d'apprentissage. Et on a utilisé toute cette recherche, tous les retours en fait, de la recherche, et on les a transposés dans notre produit, avec l'idée de pouvoir accélérer la conception pédagogique, tout en s'assurant qu'on amène un apprentissage actif et qu'on permet surtout des pratiques pédagogiques engageantes. On sait que l'activation des neurones passe par un apprentissage actif. Une façon d'amener l'apprenant à être acteur de ces apprentissages, c'est amener de l'interaction. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de l'interaction. On va créer des activités qui vont amener une activité cognitive qui est dite génératrice, c'est-à-dire qu'on va être vraiment acteur et on va vraiment générer des réponses. Mentalement, on sera vraiment engagé. Et donc, c'est cet engagement cognitif qu'on va créer grâce aux activités qu'on génère. Alors là, j'ai pris quelques petites captures d'écran sur les activités H5P qu'on utilise. On génère des activités H5P. H5P, c'est juste un format. C'est comme, je pourrais dire, PDF ou doc. Et c'est un format d'activité pédagogique. Et donc, H5P a été développé, les activités H5P ont été développées par des communautés d'enseignants pendant 10 ans. C'est open source. Et en fait, ça a été largement étudié dans le cadre de la recherche par des labos indépendants en psychologie d'éducation, en psychologie cognitive. Et si vous allez sur Google Scholar et que vous tapez H5P et Learning Activities, là, vous voyez, on a à peu près 800 papiers de recherche. Donc, en fait, ce sont des formats d'activités qui ont été largement éprouvés par la recherche et ces recherches-là ont démontré l'efficacité de ces activités, qui sont des activités qui reposent sur du micro-learning. On est sur des activités très courtes qui favorisent une interaction constante et qui permet un engagement cognitif et qui permettent aussi un apprentissage plus efficace. Donc là, j'ai mis quelques papiers de recherche. Ici, on voit qu'ils ont pu prouver qu'il y avait 75% de plus de rétention, de mémorisation grâce aux activités H5P. Et donc, on a fait ce choix vraiment de partir de ces activités-là parce qu'on sait que ça fonctionne. On sait que c'est efficace. Non seulement ça respecte les ressources attentionnelles des élèves, c'est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir capter leur attention, on le sait très bien. Et en plus de ça, c'est efficace en termes de rétention et d'engagement. La question de la motivation, elle est essentielle. L'objectif, c'est vraiment d'être sur des apprentissages dits durables. Et donc, c'est vraiment la répétition, l'essai-erreur qui va aussi permettre ça. Alors, je vous partage rapidement les performances. Donc, on dit que c'est 50 fois générer des activités avec Knowledge, c'est 50 fois plus rapide. En réalité, j'ai des personnes qui me disent que c'est 100 fois plus rapide. Je vous donne un exemple pour les activités. On génère une vidéo interactive. C'est assez incroyable. À partir d'une vidéo où il n'y a pas d'éléments d'interaction, il n'y a pas de questions, en quelques minutes, on va générer une vidéo interactive avec des questions, des concepts clés et des éléments d'interaction sur la vidéo qui vont venir se superposer. Et ça, quand on le fait manuellement, sur une vidéo de 7 minutes, par exemple, ça peut prendre facilement 7 heures de travail. Pour une vidéo de 7 minutes, en 30 minutes, on le fait avec Knowledge AI, avec la phase de revue de l'utilisateur. Donc ça, c'est pour la rapidité. Et comme je vous l'ai dit, les activités H5P ont été largement étudiées dans le cadre de recherches scientifiques et on a pu prouver leur efficacité. Et c'est aussi des retours qu'on reçoit aujourd'hui des élèves qui nous disent que c'est très utile, que ça leur permet d'avoir des super notes, bien évidemment, c'est ce qui importe pour eux, d'avoir des super notes et qu'ils apprécient en fait le fait que ça leur permet d'être autonomes et de pouvoir avancer seuls dans leur apprentissage.
Il y a un autre point qui est essentiel. Donc oui, c'est plus rapide, mais ça permet aussi de rationaliser les coûts. Donc on sait qu'il y a énormément d'entreprises, d'écoles, d'institutions qui ont investi beaucoup d'argent dans les plateformes LMS, notamment Moodle. Et ces plateformes-là, il faut créer l'utilisation, il faut créer l'usage, il faut accompagner les enseignants à se les approprier. Et c'est pas si évident que ça. Moi, j'ai été aussi conceptrice pédagogique par le passé et j'ai travaillé sur Moodle et j'ai dû créer des activités. Et en fait, ça peut devenir très rapidement très laborieux et chronophage. Et donc là, ce qu'on permet, c'est, on vous demande pas de supprimer la plateforme que vous aviez avant. Non, on va venir vraiment la propulser en quelque sorte. On va venir créer un usage plus important de cette plateforme. Alors, si je résume, donc on est un outil auteur. On ne remet, comme je le disais, pas en cause les plateformes ou outils déjà en place. On va venir favoriser et accélérer éventuellement l'adoption de ces plateformes. On s'appuie sur des activités H5P qui sont largement reconnues avec un taux d'engagement et de rétention très important. On supporte des multimédias, donc texte, audio et vidéo. Du début à la fin, l'enseignant a le contrôle et on évite le phénomène d'hallucination en partant d'une source qui est la source de vérité. Et bien évidemment, on crée de l'interaction et on sait que c'est ça qui est important aussi pour les apprentissages. Alors, je m'arrête là. J'ai été un peu rapide. Hop. Je rends la main à Jean-François pour la démo. Hop, eh bien, merci beaucoup pour voilà, toutes ces précisions. Puis je crois que c'est un bon teasing pour essayer de voir un peu comment ça marche maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à cette partie plus démonstration de l'outil. Je vais couper les micros et les webcams pour gagner en fluidité au niveau du partage d'écran. Et puis, on va aller regarder côté Moodle, qu'est-ce qui se passe quand on y apporte en fait la touche knowledge. Et je vais lancer le partage d'écran à mon tour. Alors, quelques petites manipulations. Je vais essayer de garder le chat dans un petit... Voilà. Et normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est OK de votre côté? Merci, Ameline. Super. Voilà, donc là, je suis dans une plateforme Moodle de démonstration. Donc, je vais redire rapidement parce que je pense que bon nombre d'entre vous connaissent déjà bien Moodle, mais voilà, ça vaut le coup de préciser pour ceux qui le découvrent. Donc, la notion, ou en tout cas Moodle, travaille en fait sur une notion très importante qui est la notion de cours. Et ces cours, en fait, sont la scénarisation d'un parcours de formation et composé de plusieurs activités. Donc, je vais me rendre dans un cours rapidement. Je vais mettre sur l'accueil. Voilà, je vais prendre ce cours ici. Donc, dans un cours, on a ce qu'on appelle des sections qui sont représentées ici par des petites vignettes. Et à l'intérieur de ces sections, il est possible donc de poser différentes activités pédagogiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme activité pédagogique dans une plateforme Moodle? On peut avoir des choses assez simples, comme par exemple ici des pages qui vont reprendre des vidéos et du texte, donc pas d'interaction. On peut avoir des pages qui sont issues de documents PDF, comme ici. Donc, on peut les consulter, mais toujours pas d'interaction. Et puis, si on veut apporter un peu d'interaction, il est possible de créer en fait des activités ou d'importer d'autres outils qui sont créés avec ces fameux outils auteurs. Donc ici, par exemple, un pactage qu'on appelle un pactage SCORM qui a été créé et qui permet en fait, vous voyez, d'avoir un menu, des éléments un petit peu interactifs, puisque je vais devoir cliquer lorsque lorsque j'avance, et puis je vais pouvoir répondre par exemple à un quiz, et on commence à mettre la main un petit peu dans les éléments d'interactivité que l'on peut mettre à l'intérieur de Moodle.
À l'intérieur de Moodle, on a aussi ce fameux outil auteur qui s'appelle H5P et qui va se matérialiser par des activités. Vous voyez ici, j'ai le petit logo H5P, des activités très spécifiques que je vais pouvoir intégrer, comme par exemple ici, une image cliquable et qui va permettre voilà, d'intégrer un peu de texte, un peu d'éléments, donc de pouvoir solliciter en fait l'apprenant et donc renforcer la mémorisation des éléments de formation. Donc tout l'enjeu pour le formateur, c'est de pouvoir composer en fait ces cours à partir d'un ensemble de briques et de ressources. Et toute la difficulté finalement, c'est de pouvoir constituer ces supports de formation pour qu'ils soient bien interactifs, puisque comme le disait déjà tout à l'heure, eh bien plus on va favoriser l'interactivité avec l'apprenant, entre l'apprenant et ses apprentissages, et plus l'efficacité finalement des supports que l'on va proposer va être importante. Ça suppose que côté formateur, il faut écrire des scénarios, il faut imaginer des activités, il faut peut-être préparer un ensemble de ressources, il va falloir créer des supports interactifs, ce qui suppose peut-être de maîtriser différents types de logiciels, voire plusieurs logiciels. Et donc, c'est une difficulté, ou en tout cas, ce sont des difficultés en termes effectivement de temps, notamment, et aussi de maîtrise et de compétences. Donc, tout l'apport de Knowledge, ça va être de simplifier en fait ces éléments pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans la conception de ces cours à l'intérieur de Moodle. Alors, on va aller regarder comment ça se passe. Vous voyez qu'ici, alors je vais basculer en fait sur la vue. J'ai un tableau de bord ici qui est complètement dédié aux formateurs. Et vous voyez qu'ici, j'ai réalisé voilà, un cours qui s'appelle le plateau moto. Et lorsque je vais aller consulter ce cours, eh bien, je vais ici, vous voyez, avoir différents éléments qui ont été conçus par Knowledge. Alors, on a du texte, la fameuse vidéo interactive dont parlait déjà tout à l'heure. Je vais la déclencher. Vous voyez qu'ici, dans le lecteur en fait de la vidéo, j'ai un ensemble de petits points qui vont ici donner des éléments complémentaires au niveau de la visualisation des choses. Voilà, et donc ça va me donner des éléments cliquables. Donc la vidéo, on n'est pas simplement en situation passive face à la vidéo. La vidéo est enrichie et c'est enrichi de manière automatique avec Knowledge. On va voir de quelle façon tout à l'heure. Voilà. Alors je peux aller jusqu'à des éléments donc plutôt de nature à découvrir, on va dire, mais vous voyez qu'il y a d'autres points d'autres points de repère un petit peu plus gros et qui vont correspondre cette fois-ci à une question en fait Knowledge à générer à l'intérieur de l'outil. Vous voyez que ici ma vidéo s'arrête et je vais pouvoir ici faire un choix et je vais avoir une correction qui est portée, et tout ça a été créé de manière automatique par Knowledge. Donc c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, que pour une vidéo de 7 minutes, il faut 7 heures, eh bien parce que tout ce travail en fait, donc où est-ce que je vais positionner mes questions, comment je vais formuler mes questions, etc., demande énormément de temps côté formateur, et donc c'est chronophage effectivement pour lui. Alors, dans un cours, une activité H5P, on pourrait se contenter de simplement certains exercices. Il existe une activité qui permet de composer en fait tout un ensemble de cours directement à l'aide de toutes ces activités pédagogiques. C'est ce qu'on appelle dans le jargon H5P le livre interactif. Et donc, on va trouver, donc voilà, on a vu une vidéo interactive, mais on va avoir également des glossaires qui peuvent être réalisés. Et donc, ici, on a des glossaires qui ont été générés en fait par Knowledge. On peut également avoir des outils un petit peu plus dynamiques, comme des cartes, des flashcards, ce qu'on appelle des flashcards, également des quiz, voilà, avec des questions de type vrai-faux, et bien sûr des feedbacks qui sont très importants pour la remédiation des contenus. Voilà. Et puis, c'est aussi intéressant d'en faire parfois, de faire une petite synthèse, de sortir des mots-clés ou des points clés, et d'avoir un ensemble d'éléments et d'informations qui vont aider en fait l'apprenant à complètement se repérer dans ce parcours qui aura été conçu. Si je veux faire en fait ça va me prendre quelques heures en fait pour travailler autour de toute la création de ces ressources, et on va voir comment on l'a généré finalement avec Knowledge en quelques minutes pour tout vous dire. Alors, le point de départ de ce cours, c'est une vidéo que nous sommes allés chercher sur YouTube. Vous voyez que c'est une vidéo qui fait à peu près 8 minutes
Alors, je vous la passe pas, hein, vous avez vu quelques éléments tout à l'heure. Bien évidemment, dans YouTube, cette vidéo n'est pas interactive, hein, elle est simplement à être, on lui donne le pouvoir à l'apprenant de consulter. Néanmoins, ce qui est important, c'est que c'est le formateur qui a choisi cette vidéo par rapport à ses objectifs pédagogiques et qui dit, OK, cette vidéo-là, les contenus qui y figurent sont voilà, vérifiables, sont pertinents en fait par rapport à mes besoins. Donc cette vidéo, hop, nous l'avons ici passée dans notre outil donc, de génération d'exercices, Knowledge. Donc je vais cliquer ici, je vais vous montrer comment c'est conçu. Lorsque je clique ici, vous voyez que j'ai la possibilité en fait de créer un module Knowledge. Et ici, j'ai tous les modules que j'ai créés. Et ces modules Knowledge, en fait, vont reprendre les éléments de la vidéo. Alors, comment est-ce qu'il les reprend? Vous voyez que j'ai renseigné l'URL de la vidéo en question. J'ai simplement mis un titre. J'ai précisé le type de source. Hein, donc, tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir dans Knowledge du PDF, de l'audio, de la vidéo. Et vous voyez que ici, l'outil Knowledge a transcrit, effectué en fait une retranscription de tout ce qui est dit à l'intérieur de la vidéo. D'accord? Donc, il en a fait une retranscription au format texte. Et ensuite, à partir de ces éléments-là, de ces informations-là, il a défini un ensemble de concepts, je vais tous les replier, de concepts qui sont issus de la vidéo. Donc ça, il les a identifiés par lui-même en fonction de la transcription qui a été faite, sous forme de chapitre, etc. Bien sûr que je peux retoucher et que je peux ajuster. Donc, il m'a réalisé ces concepts. Il m'a également proposé, ou il me propose également un ensemble de questions. Vous voyez que je peux rentrer, bien sûr, dans les différentes zones de manière à pouvoir corriger, modifier et puis ajuster les différents types de questions. Donc ici, vous voyez qu'on a des textes à trous, on a du QCM, des réponses ouvertes, du vrai-faux, et à chaque fois, je peux modifier les éléments. Et voilà, si je veux modifier des choses, c'est tout à fait faisable. J'ai complètement la main sur ce que je vais pousser à mes apprenants derrière. Donc, il a généré des concepts, il a généré des questions, il a effectué et il me propose un résumé de ce qui est réalisé, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'on a jusqu'ici aucune mise en forme. Donc, il m'a fait un petit extrait et puis il m'a identifié les différents points clés. Donc après, si je veux en supprimer un, je peux les supprimer et ajuster en fonction de ma réalisation. Lorsque ce travail-là, en fait, est réalisé par Knowledge, grâce au moteur d'intelligence artificielle qui tourne derrière, une fois que ce travail, en fait, d'analyse de la ressource est effectué, eh bien, j'ai la possibilité de cliquer, en fait, sur Générer. Lorsque je vais cliquer sur Générer, à partir de ce moment-là, Knowledge va me créer différentes activités pédagogiques. Dans ces activités pédagogiques, vous voyez que j'ai Interactive Book, donc ici, celui que je vous ai montré, le fameux plateau avec la vidéo, et puis tous les éléments de cours qui ont été créés tout à l'heure. Mais en réalité, lorsque je regarde un petit peu plus en détail, vous voyez que j'ai bien mon livre interactif, mais en réalité, j'ai d'autres activités pédagogiques H5P qui ont été créées. Et par exemple, des activités qui sont assez intéressantes, comme par exemple des choses qui pourraient prendre un petit peu de temps pour le formateur à être créées, comme par exemple ici un petit jeu de mots croisés ou des mots à trouver. D'accord? Donc tout ça a été généré de manière automatique à partir de ma toute première vidéo de 8 minutes. D'accord? Donc une dizaine de types d'activités qui sont directement créés à l'intérieur de la banque de contenu sous le format H5P. Alors, si je veux refaire en fait un nouveau module, je vais pouvoir cliquer donc sur ce nouveau module. Je vais pouvoir lui donner un titre. Donc ça va être le paramétrage de départ. Je vais pouvoir en fait identifier le type la nature en fait de mon document d'origine. Donc soit un fichier, soit une ressource web, soit écrire du texte directement. On va choisir un fichier par exemple. Et ici,
je vais préparer un petit peu en amont. Vous voyez que, par exemple, j'ai pris un PDF. Donc, le PDF n'a pas forcément nécessairement besoin d'avoir une formalisation spécifique ou des balises en fait qui pourraient être reprises. Ça peut être un PDF de cette nature-là ou de cette nature-là. Vous voyez, des choses qui sont issues soit de PowerPoint, soit de documents, de différents documents. En fait, Knowledge va être capable d'interpréter tous ces éléments-là qui sont disponibles dans différents documents. Donc, je vais ensuite déterminer, je vais pouvoir donner quelques limites, ce qui permettra de limiter les éléments, donc de pouvoir aussi gérer, on va dire, le temps, parce que plus vous allez avoir des documents importants ou des vidéos importantes, plus le temps va être long et le temps de génération, plus vous allez avoir aussi de concepts. Donc, il faut faire attention à pouvoir travailler dans des limites qui soient acceptables. Je vais choisir mon fichier, la langue de mon contenu et je vais cliquer sur créer un module. D'accord ? Lorsque je vais cliquer sur créer un module, il va me donner, en fait, me faire une transcription. Donc ici, ce sont les documents que je vous ai montrés juste avant. Donc ici, il va m'identifier les concepts. Il va me préparer, en fait, un certain nombre de questions. Donc là, je ne les ai pas reprises. Je vais partir un petit peu dans l'inconnu, mais on va considérer que ces réponses sont correctes et je vais cliquer sur générer. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai les éléments qu'il est possible de générer à partir de mon document PDF de départ. Donc, j'ai des flashcards, j'ai des glisser-déposer, un glossaire, un livre interactif. Alors, j'ai pas de vidéo puisque ici, je suis parti d'un document de type PDF. Mais vous voyez que pour chaque élément, eh bien, je vais avoir, par exemple, ici, des glisser-déposer, le nombre de mots à utiliser dans l'activité glisser-déposer. Je vais pouvoir l'ajuster et dire, je veux simplement 5 mots. Je vais dire que j'ai assez, avec 3 cartes. Ici, il y en a un petit peu beaucoup. Il faut aussi avoir, je m'en parlais tout à l'heure de micro-learning, il faut aussi donner, en fonction de vos publics, des choses qui leur paraissent accessibles. Quelquefois, 15 questions, c'est trop. Donc, il faut savoir aussi les résumer. Et vous voyez que, par exemple, je lui demande de générer un résumé. Je lui dis oui et de l'utiliser dans le livre interactif. Et puis ici, je vais, le nombre de questions, je vais le limiter aussi pour gagner un petit peu de temps. Alors, je vais cliquer sur générer les activités. Et là, vous voyez que l'analyse donc est terminée et que, en fait, ça va être ici, la génération de l'activité est en cours, ce qui va me permettre de vous montrer comment on réutilise les autres éléments. Donc, on va le laisser travailler un petit peu. Et puis, je vais aller sur un autre cours. Je vais revenir sur ma thématique de la moto, puisque mes activités ont été générées. Donc, cette fois-ci, je ne veux pas avoir une activité unique de type livre interactif, mais je souhaite en fait inscrire utiliser mes outils à l'intérieur finalement de quelque chose, d'un parcours plus large que je souhaite définir entre le nouveau permis moto et puis des exercices qui sont liés mais qui ont déjà été générés par Knowledge. Donc, comment est-ce que ça va se concrétiser ? Donc, j'ai ici 2 sections matérialisées par ces cartes. Dans ces sections, j'ai mis une première vidéo qui s'appelle Nouveau permis moto. Et vous voyez que j'ai mis ici une validation au bout de 5 secondes. Donc, pour pouvoir achever en fait cette vidéo, il faut que je la consulte sur une durée de 5 secondes. Et vous voyez qu'ici, dans la deuxième élément, je n'ai pas d'activité. Donc, je vais basculer en mode édition et je vais ajouter une activité pédagogique. Et donc, je vais me dire, OK, j'ai déjà fait quelque chose sur la moto. Donc, à partir d'une première vidéo de 8 minutes, je vais cliquer sur H5P. Je vais mettre ici mot croisé moto. Sauras-tu remplir toutes les cases? Je vais mettre donc ma consigne. Et ici, je vais pouvoir aller chercher
mon fichier dans ma banque de contenu. Je vais revenir sur le système. Je sais où je l'ai mis, hein, plateau moto. Et je retrouve ici, hein, vous voyez ici le plateau moto du 19 mars, donc, que j'ai créé, qui est basé sur ma vidéo de 8 minutes que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais sélectionner en fait ici mon activité H5P. Je vais enregistrer et je vais pouvoir quitter le mode édition, passer en situation d'apprenant. Donc ici, j'ai le nouveau permis moto. Et vous voyez qu'ici, hein, l'exercice est toujours verrouillé. Donc je vais lancer le permis moto. Donc ici, on a intégré en fait hein, la vidéo à l'intérieur voilà, d'un petit bloc qui permet notamment un super nouveau permis. Par exemple, de collecter du chat sur les vidéos, de passer des informations, ou tout simplement de la regarder. Donc, comme on a choisi de paramétrer sur 5 secondes, on va dérouler la vidéo pendant 5 secondes. Voilà. Et à partir du moment où j'ai validé ici cette première activité, la deuxième activité va être accessible et celle-ci a été complètement créée et générée par Knowledge à l'intérieur de... Oui, ok, tout à fait, c'est pas moi qui l'ai créé, je le reconnais. Donc ici, hein, j'aurai l'activité mots croisés pour pouvoir ajuster les choses. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait hein, de combiner, de gagner du temps, de pouvoir réexploiter des exercices qui ont été faits au niveau de différents parcours pédagogiques. Hein. Donc je vais aller voir ici tout à l'heure mon activité en cours. On va aller regarder ce que ça donne. Alors, est-ce que les éléments ont été générés? Pas encore. Voilà, donc tout n'a pas encore été généré, donc on va attendre un petit peu. Alors c'est plus ou moins long hein, en fonction des types de contenus. Je vais en profiter pour voilà, peut-être répondre à quelques questions. Alors, elle a répondu sur la transcription de la vidéo, bien sûr, oui, tout à fait. Hein. Si je reviens ici pour vous le montrer, hein. Donc par rapport à la modification, hein, et donc épreuve du plateau, si je veux enlever moto par exemple, je vais pouvoir tout à fait le faire. Et ici, seuls ces éléments-là seront repris. Hein, donc chose très très simple à réaliser. Oui, on peut mettre des éléments d'une page web, hein, il suffit de donner l'URL en fait. Hein. Ok. Alors, on a fait des tests en intégrant en fait directement l'URL du cours. Ça va pas fonctionner parce qu'il faut que Knowledge puisse interroger le cours. Donc, dans ce cas-là, enfin, ne peuvent accéder en fait au cours que quelqu'un qui est inscrit. Donc, dans l'immédiat, c'est pas tout à fait. Là, ça contextualise pas énormément, mais c'est des choses qui vont bouger, je pense. Suivi des notes et de la progression des étudiants, on est exactement sur le même schéma que les activités H5P classiques. Donc, vous allez pouvoir suivre la progression et les notes comme si c'était des activités que vous aviez générées par vous-même. Hop, outils payants. Oui, on pourra revenir sur le modèle économique avec Reda après, un petit peu plus tard. Jean-François, je me permets, je réponds à la question concernant les données intégrées dans Knowledge. Ouais. Donc, comme on a un positionnement outil-auteur, on ne deal absolument pas avec les données des étudiants. Et concernant les contenus que vous intégrez, que vous analysez sur Knowledge, nous, on a un partenariat stratégique et un contrat de confidentialité avec OpenAI qui assure le non-usage et le non-entraînement de leur modèle à partir des contenus qui sont intégrés dans notre outil. Et ça, c'est quelque chose qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est un partenariat qui est coûteux pour nous pour assurer cette sécurité. Et nous sommes en ce moment en train de travailler sur une nouvelle architecture. Donc, notre architecture va devenir agnostique et on va pouvoir s'intégrer dans des modèles souverains et des modèles ou vos propres modèles. Donc, dès septembre, ce sera possible. Aujourd'hui, on travaille avec l'éducation nationale, on travaille notamment avec l'armée, donc on a su montrer patte blanche concernant les données. Voilà.
Alors, concernant les feedbacks, alors on peut rentrer derrière, on peut éditer en fait hein, l'activité H5P. Donc, selon les types de questions, on va pouvoir personnaliser hein, bien sûr les rétroactions pour avoir quelque chose qui soit plus riche que simplement bravo, vous avez réussi. Hein. Donc, on peut ajuster ces éléments-là. La compatibilité avec iSpring Suite, alors, elle va pas être iSpring ne va pas intégrer en fait Knowledge. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de publier en fait votre activité dans H5P ou la générer, enfin la récupérer et la générer au travers d'un outil qui va vous permettre de faire un export HTML et ensuite de l'intégrer dans iSpring. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Ça fonctionne correctement, mais pas avec toutes les activités H5P. Ok, donc les sources YouTube, le plagiat. Là, bah, peut-être une question une réponse par rapport à ça, parce qu'on reste sur ce terrain juridique. Absolument. Alors, dans le cadre des usages, il y a le Fair Usage Policy qui s'applique, c'est-à-dire que comme c'est dans le cadre d'un apprentissage, il n'y a pas on est un peu dans une zone grise, donc il n'y a pas de difficulté particulière aujourd'hui. Et par ailleurs, sur les vidéos, en fait, on ne transforme pas la vidéo. On vient ajouter, en fait, c'est un espèce de millefeuille. Donc, on ajoute des couches d'interaction. Et le fait de ne pas modifier directement le contenu nous préserve de toute problématique juridique. On ne modifie pas le contenu, on ajoute des couches sur ce contenu. Si vous intégrez une vidéo, si vous générez une vidéo interactive à partir de YouTube et que cette vidéo disparaît, n'est plus sur YouTube, eh bien vous n'aurez plus la vidéo dans la vidéo interactive, seulement les interactions. Voilà. Ensuite, d'où l'importance de faire votre propre vidéo, en fait. Oui, c'est vrai. Pour vous en préserver. Mais jusqu'à présent, pas de difficulté particulière. Je vous en prie, Christine. Ensuite, on avait d'autres questions. Est-ce qu'on peut intégrer Knowledge dans notre plateforme LMS? Quelle est votre plateforme LMS? Les vidéos Vimeo sont supportées, oui. Ensuite, pourriez-vous remontrer ou éditer les rétroactions sur les questions, s'il vous plaît? Jean-François, je peux... alors là, il faut que j'aille dans l'activité H5P. Alors, deux types questions. Par où je vais passer? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Comment ça s'appelle là? J'en profite pour répondre aux questions. Ça va être d'uploader le fichier en fait. Hein. Alors. Ici, en fait, on va pas passer par le knowledge, on va passer par la banque de contenu. Et alors, il faut que j'aille dans un cours dans lequel j'ai des questions. En fait, c'est un peu ça le problème. Donc, je vais passer par. Allez-y sur les réponses, le temps que je trouve le bon cours où aller, en fait. Un petit peu ça le problème. Voilà, je devrais l'avoir là. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que j'ai mes questions, mes flashcards, mes mots? Hop. Voilà, là je vais pouvoir rééditer en fait. Alors je suis pas sur une question pour moi. Dans ma banque de contenu. En fait, à chaque fois, ça va me rééditer dans le format natif H5P. Hein, donc, si vous avez la possibilité d'atteindre les rétroactions dans le format H5P classique, comme vous le faites habituellement, vous aurez accès en fait aux rétroactions. Oui. Hein, donc, ça se fait pas depuis l'interface Knowledge, ça se fait depuis l'interface d'édition dans H5P. Je suis désolé, j'ai pas de questions là, j'ai juste des éléments, voilà, des cartes, mais on peut rentrer par le biais d'H5P directement. Ouais. Le mieux, c'est effectivement sur H5P, c'est là où on a le plus de paramètres possibles. Ouais. Ensuite, donc oui, Vimeo est supporté. Ensuite, pour la scénarisation pédagogique, aujourd'hui,
C'est la prochaine version de Knowledge. Dans la prochaine version de Knowledge, on permettra d'intégrer les objectifs pédagogiques, d'intégrer un niveau de difficulté et la possibilité de partir de plusieurs documents, ce qui vous permettra de créer un plan de cours et de générer des activités adaptées. Donc, plus on avancera dans le développement produit, plus on proposera des fonctionnalités qui vont vous permettre de concevoir des scénarios pédagogiques qui font sens. Donc, la première étape, c'est de pouvoir avoir des plans de cours et avoir des activités différentes en fonction du niveau de difficulté. Et dans les étapes suivantes, on ira plus loin, mais pour l'instant, c'est ce qu'on projette de faire. Ensuite, la plateforme. Alors, pendant. Oui, vas-y. Il y a une question sur la plateforme RiseUp pour l'intégration de Knowledge. Je vois pas de difficulté particulière pour RiseUp. Je pense que c'est possible. Merci Sandrine. Je t'en prie, Jean-François, tu peux y aller. Ok. Donc, du coup, là, ce que j'ai mis tout à l'heure, mon PDF tout à l'heure, bah, vous voyez qu'il a généré en fait différents éléments. On va tout de suite aller voir puisque je vois ici qu'on a mis c'est déposé. Si je vais le modifier, je devrais ouvrir l'interface. Hop, j'ai les distracteurs. Non, faudra que je rentre vraiment dans les éléments. Zone de dépôt, bouton d'indice, voilà. Hop, ici, on peut travailler donc du coup sur les rétroactions, hein, sur les différents types de questions lorsque c'est pour pouvoir ajuster les choses. Donc ça va dépendre en fait, hein, ça dépend des types d'activités qui vont être générées sur lesquelles on a plus ou moins la main, mais c'est pas lié à Knowledge, en fait, c'est lié à H5P. Voilà, donc vous voyez qu'à partir de mon PDF de tout à l'heure, eh bien, il m'a généré différents éléments, hein, et notamment un livre interactif, ce qui peut s'avérer un petit peu plus intéressant. Alors, il a des éléments qu'il a repris complètement, hein, qu'il a transformés. Vous voyez qu'ici, hein, j'ai tout un glossaire qui a été créé à partir de... Alors, j'ai 2 écrans, en fait, hein, sur mon PDF, c'est tout. Mais qui ont été... tous les éléments ont été repérés et identifiés par Knowledge. Donc, c'est un petit peu de temps de gagner. Ok, d'autres questions? Ah oui, il y avait la question sur les retours. On va les regarder ici. Alors, il est où mon cours plateau moto, celui que j'ai créé tout à l'heure, on devrait avoir des éléments. Hop, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, je vais aller dans l'interface. Ici, ça va être plateau B2, peut-être. Non, genre, les achèvements. Enfin, je vais récupérer en fait, hein, les mêmes achèvements que ce que j'ai habituellement dans ma plateforme Moodle, hein. Donc, exactement de la même façon. Si, ça c'est celui que j'ai réalisé tout à l'heure. Je l'ai joué, donc je devrais avoir ici mon rapport. Hop, voilà, ici sur terminé. Et ensuite, hein, j'ai accès forcément au rapport d'achèvement sur les éléments et donc les différents rapports que l'on peut visualiser. Cours parcours, etc. Ok. Alors, je vais laisser Reda sur les modèles économiques. Donc, ça dépend, hein, en fait, forcément de la taille de votre organisation, puisque la base, c'est quand même d'aller solliciter l'IA. Donc, c'est aussi une question de connexion, de requête en fait que vous allez effectuer. Plus votre établissement est important, et plus le coût en fait de fonctionnement de la solution est important.
Alors, je sais pas, Nejma, si c'est toi qui as les infos Oui, sur ce point-là, ou si c'est Reda, ou les deux. les deux, ça va, ça va. Reda n'est pas dans le. On n'a pas pu se connecter tous les deux. En fait, j'ai la session de Reda. D'accord, ok. Donc, il Mais a je peux. sorti. Parce que je voyais qu'il est sur le chat parfois. Donc, Ah, c'est ok. moi en fait. Ah, ok, bah oui. Bah, j'ai pas fait la relation. Bon, j'étais dans ma démo, c'est pour ça. Non, ouais, je joue Reda et Nejma, ça fonctionne. Alors, pour le business, le modèle d'affaires, donc on est sur par apprenant, c'est un modèle par apprenant. Donc, si, en fonction, si vous êtes une université, c'est par apprenant, si vous êtes un CFA aussi par apprenant. Et on a des tranches. En fonction de la tranche du nombre d'apprenants, il y aura un prix attribué. Si vous avez 5000 étudiants et qu'au cours de l'année, vous passez à 5500 étudiants, le prix ne fluctue pas. Donc, ce sont des licences annuelles que vous payez pour votre établissement ou enfin, pour l'université, par exemple. Et ensuite, même s'il y a des variations, ça n'impactera pas les coûts. Et si vous voulez des informations plus détaillées sur les coûts, c'est-à-dire combien ça coûte exactement, je vous invite à nous écrire, on pourra en discuter avec plaisir. Et Alors, le SCORM, ouais. SCORM 1.2, oui. Alors, SCORM 1.2, 2004. On a aussi, ouais, donc il y a même le CMI 5 CMI 5 qu'on avait commencé à développer. H5P, c'est plus de 40 activités. Est-ce qu'il y a des activités H5P non utilisées par Knowledge? Est-ce que l'accessibilité numérique des H5P est pris en compte? Oui. L'accessibilité numérique des H5P, on tient compte, on en tient compte, enfin, c'est les activités H5P, donc on n'a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est lorsque vous intégrez un PDF, ce PDF est transformé en image. Et donc ça, il me semble que les outils de lecture ne passent pas sur l'image. Ensuite, les activités. Ce que j'avais ici, ouais. Donc pour l'instant, voilà les activités qu'on génère. Là, on va aller plus loin dans la génération. On va aussi générer des activités où il y a de l'image. Donc pour l'instant, on ne fait pas les 40 activités H5P. Le but, c'est qu'en fonction du niveau de difficulté que vous allez sélectionner, générer une typologie d'activité qui fonctionne mieux par rapport à vos objectifs et au niveau de difficulté. Alors, il y avait une question qui concerne le stockage en fait, des activités H5P. Vous avez la possibilité de les laisser en local, enfin en local en ligne dans le Moodle. Vous avez aussi la possibilité de les télécharger pour voilà, éventuellement les retravailler directement dans H5P ou sur un outil type Lumi Oui. ou un outil, enfin, une représentation bureau en fait d'H5P qui existe. Et ça, vous pourrez de cette manière-là les retravailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on entend souvent que l'avantage de l'IA pour les concepteurs est le gain de temps. Avez-vous d'autres retours que le gain de temps? Souvent, on nous parle de gain de temps, mais on nous parle surtout de gain en productivité et en performance. Et ensuite, c'est vraiment en termes d'impact côté étudiant, côté apprenant, qu'on a des retours extrêmement positifs. Donc, ça leur permet déjà d'adapter, de faire de la différenciation pédagogique et d'anticiper. Donc, par exemple, on a des enseignants qui vont générer des quiz en amont de la classe et les présenter aux élèves avant de venir en classe et parfois même en début de classe. Et ensuite, ils font un petit diagnostic en direct avec les élèves, les étudiants en classe. Donc, en termes d'anticipation qui est nécessaire pour la différenciation pédagogique, on a de très très bons retours, mais aussi côté élèves et côté étudiants sur leur réussite. Il est un peu trop tôt pour dire que ça augmente les scores des élèves. Néanmoins, on a des retours, des verbatims, des retours qualitatifs des élèves qui nous disent qu'ils ont plus confiance en eux, qu'ils mémorisent mieux et qu'ils ont le sentiment d'avoir des meilleures notes. À vérifier, mais en tout cas, c'est les premiers retours. Les concepteurs, je vais compléter pédagogique, plus le gain de temps.
c'est ça que ça permet. Oui, il y a le gain de temps, j'ai envie d'ajouter aussi l'inspiration, parce que quelquefois, en fait, c'est des choses, enfin, auxquelles on pense pas, enfin, voilà, d'intégrer par exemple une question dans une vidéo, bah, on n'y pense pas forcément, on se dit, ok, bah, je pourrais stopper la vidéo ou le faire en présentiel, c'est peut-être des choses qu'on fera plus facilement, de le représenter en fait et le réaliser en ligne, de savoir que ça existe, c'est pas nécessairement évident en fait pour tout le monde. Donc c'est aussi inspirant sur le type d'exercice. Tout à l'heure j'ai montré il y avait des mots croisés et puis des mots mêlés. Bien évidemment, enfin ça n'a pas forcément grand intérêt de présenter les deux. Par contre, de se dire bah tiens je vais utiliser l'un ou l'autre ou l'un puis l'autre en fonction des publics, en fonction des cibles, en fonction des sujets, c'est aussi une source d'inspiration sur ce point-là. Ouais. Merci beaucoup Jean-François d'avoir précisé ce point parce que c'est effectivement un retour qu'on a d'enseignants, donc de créativité et d'inspiration. Donc c'est qu'ils ne pensent pas forcément à l'utilisation, à utiliser certaines activités et on permet ça. Je partage rapidement peut-être mon écran pour vous partager. J'ai une capture d'écran d'un retour enseignant pour vous montrer. Il évoque justement en fait, vous voyez mon écran. Et alors, voilà, lui, par exemple, l'identification, donc il voit Knowledge comme un assistant à l'enseignement, donc vraiment dans la conception pédagogique, et l'identification des concepts lui permet, lui, l'inspire pour ensuite préparer le cours. Donc, c'est pas forcément juste pour la génération du glossaire. C'est vraiment quelque chose qui va lui permettre ensuite de réfléchir à comment présenter l'information à ses élèves, qu'est-ce qu'il va traiter comme sujet dans son cours. Donc il y a cette forme aussi d'inspiration qui est possible. Et on a aussi des activités dites de haut niveau, ce sont des activités de réflexion qu'on permet avec Knowledge AI et qui donnent souvent, c'est des activités qui vont permettre de créer des ateliers en classe et de transposer les connaissances, d'offrir des opportunités aux étudiants, aux élèves de transposer les connaissances. Et il y a des questions qui sont générées, qui sont pertinentes, d'autres qui le sont un petit peu moins, n'empêche que ça permet c'est une source d'inspiration pour l'enseignant et se dire bon là cette activité elle est intéressante mais je la ferai pas comme ça, je ferai plutôt ça. Donc on voit qu'il y a une transformation, il y a un accompagnement aussi qui se fait dans la pratique pédagogique aussi en classe et à distance. Bon, ce qui est rassurant pour le formateur, parce que du coup, il conserve quand même son rôle Bah oui. de faciliter et de rendre finalement efficient les supports qu'il va mettre à disposition. Donc c'est quand même lui qui choisit et qui a le fin mot de l'histoire. C'est lui qui connaît ses apprenants, qui connaît les concepts qu'il va aborder, leur niveau de difficulté à les appréhender, et donc de bien choisir en fait ses activités par rapport à ça. Donc cette notion d'assistant me paraît effectivement très très importante. Donc au-delà du gain de temps, c'est aussi de voilà de pouvoir disposer d'autres solutions que celles que l'on a que l'on utilise au quotidien. Donc, mais il doit garder la main. Voilà. Et oui. Pour l'instant, on ne sait pas, on verra dans 5 ans, dans 10 ans, jusqu'où nous mènera l'intelligence artificielle. Oui. Mais, en tout cas, aujourd'hui, nous, on a fait ce choix de toujours laisser la main. C'est toujours la main entre toujours l'utilisateur, l'enseignant qui a la main ou le formateur. On a des questions sur les activités H5P. Toutes les activités générées sont toujours dans H5P. Oui, toutes les activités générées aujourd'hui sont toujours sous le format H5P. On réfléchit à générer d'autres activités qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur H5P. Donc, créer nos propres activités format H5P. C'est un gros coût de développement. Enfin, c'est pas si évident que ça. Donc, pour l'instant, on teste. Donc, si vous avez des idées d'activités que vous voudriez voir qui ne sont pas sur H5P, ravi de les entendre et de les intégrer dans notre bac à sable de fonctionnalités. ok. Eh bien, merci à tous de votre attention sur cette fin de matinée. Merci beaucoup pour toutes les précisions, toute l'histoire aussi, parce que je pense que c'est porteur de sens
que de s'appuyer sur, à la fois sur la partie études et la partie retour, parce que c'est ce qui va faire avancer de manière intelligente aussi ce type d'outil. Donc voilà, maintenant la porte est ouverte à de nouvelles opportunités. Et puis c'est bien parce maintenant on va avoir plus de temps pour penser la pédagogie. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On va sortir un peu du temps passé à faire de la technique et puis on va penser à comment s'occuper de nos étudiants, de nos apprenants. Et je pense que ça c'est aussi un élément très important. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de Jean-François. journée. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.